Amis de la mesure, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oscillostory. Dans cet épisode, justement, nous allons parler des mesures que sont capables de faire les oscilloscopes numériques. Avec les analogiques, souvent, on avait juste le signal et les carreaux sur l'écran et il fallait compter et c'était pas facile, voire même des fois, il fallait faire des calculs. C'était vraiment pas vraiment pratique. Alors que, comme on va le voir, les oscilloscopes modernes offre des pléthores de mesures en temps réel et je dirais, quelque part des fois on pourrait avoir que ça. Ça fait à la fois multimètre, voltmètre, fréquence mètre, période mètre, phase mètre, enfin j'en passe des meilleurs. C'est assez impressionnant. Alors pour illustrer ça, je vais toujours continuer d'utiliser mon petit Siglent là qui marche très bien et je l'aime bien parce qu'en plus il est assez, on va dire, vidéogénique. Et on va regarder un petit peu ça. Allons-y. Bon, alors pour illustrer ces possibilités de mesure, déjà on va prendre le signal, je veux dire, le plus classique qui soit, savoir un signal sinusoïdal. Là. J'utilise un tiroir Tektronix, là, donc c'est un générateur de signal complètement, on va dire, analogique. Je rappelle qu'un oscilloscope, ça affiche des tensions en fonction du temps. Donc, on va essentiellement retrouver des mesures ayant rapport aux tensions et au temps. Il paraît relativement logique. Alors, tous les oscilloscopes numériques, généralement, offrent plusieurs possibilités de mesure. Généralement, ils offrent la possibilité d'en afficher simultanément un certain nombre, mais pas tout. C'est-à-dire que, on va dire, voilà, à un moment donné, on va pouvoir voir telle tension, telle chose, suivre tel paramètre, ce que généralement est suffisant, parce que d'un autre côté, ça sert à rien d'en suivre 50. Mais on va le voir, il y a aussi des moyens d'avoir toutes les mesures. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer ici sur un signal comme ça? Alors, pour l'instant, on va parler plutôt de l'amplitude. Donc là, si on regarde là le type de mesure, voilà, là, il nous propose tout ce qu'il sait faire. On voit qu'il sait faire pas mal de choses. Et on peut choisir là-dedans un certain nombre de choses. Donc, par exemple, ici, je vais choisir peak to peak. On va voir ce que c'est. Et maximum, minimum et valeur moyenne. Et voilà. Donc là, on voit que j'ai sélectionné 4 mesures qui apparaissent en bas. Alors, je sais que c'est assez petit, je sais pas si on les voit bien, mais enfin, à la limite, la valeur de la mesure ici, il n'y a pas tellement d'importance. Et voilà, en gros, je peux en voir que 4. C'est-à-dire que si je veux en voir plus, je serai obligé de faire un choix. J'en enlèverai une pour en avoir une autre. Ici, qu'est-ce que j'ai donc? J'ai la tension crête à crête. Donc, crête à crête, c'est la tension qu'il y a entre ici, c'est-à-dire le point le plus haut, la crête la plus haute, et la crête la plus basse. C'est facile à comprendre. Le max, on va dire que c'est par rapport ici au 0 volts, c'est la tension max. Ici, par exemple, j'ai 620 millivolts. Le min, c'est pareil, c'est par rapport au 0, la tension ici minimum. Et min, ici c'est min dans le sens de la moyenne en anglais, ici c'est la tension moyenne. Alors ici, normalement, elle devrait être de 0. Alors pourquoi elle ne l'est pas? Parce que mon gêné, là, il n'a pas été recalibré depuis longtemps. C'est intéressant, justement, que si justement, là, c'est une sinusoïde, a priori, je veux dire, symétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une composante alternative. Mais ce qu'on va mesurer souvent sur un ampli, par exemple, voilà, tiens, ça, c'est typiquement ce qu'on aurait sur le collecteur d'un transistor, ici, en classe A. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tension pic à pic, elle ne change pas, et elle représente l'amplitude maximum, ici, du signal. Par contre, là, on voit que le max est passé à un 1,60, le min à 340 et quelques millivolts, c'est-à-dire qu'en fait maintenant c'est toujours positif, et que la tension moyenne maintenant, là, elle est beaucoup plus haute, elle est de presque 1 volt. Et c'est ça qui est intéressant ici, par exemple. Ici, on voit qu'avec ces simples mesures, la tension moyenne, ça représente la polarisation. Voilà, on voit que là, si je la baisse, et que je descends même en négative, elle va devenir ici négative, voilà. Et ici, on voit que la tension pic-pic, elle change quasiment pas, ce qui est normal, et bien sûr que le max et le min changent. Donc voilà, je veux dire, avec déjà ces 4 valeurs-là de base, on voit déjà des choses très intéressantes. Ici, par exemple, la tension moyenne, ça me donnerait le niveau de tension continue de repos qu'il y a sur mon collecteur, par exemple, min-max, voir jusqu'où ça monte, jusqu'où ça descend, et toujours ici l'amplitude du signal. Donc voilà, par exemple, ce genre de choses qu'on va pouvoir ici avoir. Donc si ici je reviens, j'enlève l'offset, je retourne comme ça. Donc quel genre de mesures on peut avoir d'autres ici? On ne va pas toutes les voir. Je préfère plutôt parler des mesures principales. Ça n'empêche pas qu'on pourrait en voir d'autres dans d'autres vidéos. Alors ici, bien sûr, il y en a une qui est très intéressante. Donc là, si je veux tout effacer d'un coup, voilà, ça permet d'en choisir ici très facilement d'autres.
Voilà, et là, je vais par exemple choisir, tiens, celle-là qui est intéressante, c'est le fameux RMS, par exemple. Voilà. Donc ici, et il y a aussi cycle RMS. Alors, on va voir la différence ici entre les deux. Voilà, donc si ici, je vois ici, on voit que les valeurs sont très très proches. Alors, on va retrouver cette notion de cycle. En fait, cycle RMS, c'est qu'il va mesurer la RMS, on va dire, sur un cycle, le premier cycle qu'il va trouver, alors que sinon, c'est sur, je pense, la moyenne de tous. Alors, ça peut être intéressant, parce que justement, ça permet éventuellement d'avoir une valeur plus précise. RMS, hein, root mean square, c'est pareil, je vais pas trop m'étendre là-dessus. J'ai prévu, parce qu'il y a souvent des questions là-dessus, bien que j'en ai déjà parlé, de faire un jour une vidéo. Mais enfin voilà, on va dire que ici, on a ces principales mesures. Pour info, hein, ici, la tension RMS, c'est intéressant parce que c'est celle qu'on mesurerait avec un multimètre. Si ici je mesurais avec un multimètre la tension de sortie, en sinus du moins, j'aurais donc 430 millivolts. Même un multimètre pas RMS me donnerait cette valeur-là. Par contre, en effet, où va jouer la différence, c'est par exemple sur un signal triangulaire ou voire carré, où là c'est bien sûr très différent. Enfin voilà, donc là, ici, on va dire, on a vu un petit peu toutes les mesures qui concernent ici l'amplitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant comme mesure, on va dire plutôt dans le domaine ici temporel. Donc là, c'est pareil, je vais tout élever. Et ici, on va pouvoir avoir principalement ici la période, voilà, la fréquence. Et dans le cas d'un signal sinusoïdal, on va dire c'est à peu près tout ici ce qu'on peut avoir. Je ne vais pas parler ici de la phase. Pourquoi je parle pas de la phase? Parce que pour avoir une phase c'est toujours relatif à quelque chose. Ça veut dire que c'est intéressant la phase par rapport à une autre voie, par exemple, ou éventuellement, je sais pas si c'est le faire, par rapport à la synchro. Mais c'est pareil, la phase, j'ai prévu un jour de faire une vidéo vraiment consacrée à ça. Donc ici, on va voir ces deux infos très intéressantes, qui sont donc la période. Hein. Je rappelle que la période, c'est le temps, par exemple, entre ici et le moment où le signal redevient complètement identique, hein, vu qu'après il se répète. Donc ça, c'est ce temps ici, la période. Et la fréquence, c'est l'inverse, et c'est le nombre de fois que cette période arrive par seconde. Là, par exemple, pour info, elle est de les 400 et quelques Hertz. Donc voilà, ça, on va dire, sur un signal comme ça sinusoïdal, c'est quasiment, je veux dire, les principales mesures qu'on va pouvoir avoir. On va pouvoir faire ce genre de mesures aussi, par exemple, ici, sur un signal triangulaire. Alors, il y a des signaux où on va pouvoir faire des mesures plus intéressantes, c'est les fameux signaux carrés. Donc voilà ici des signaux, je veux dire, carrés, qui pourraient aussi être des signaux logiques. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on va avoir de très important? On a les mêmes mesures que celles que je vous ai montrées là, mais on va voir qu'on va pouvoir en avoir des spécifiques. Et en particulier quoi? Ici, on va avoir le temps haut, le temps bas, le temps de montée, le temps de descente. On va déjà regarder ces mesures-là. Alors, ça correspond à quoi? Donc, le temps haut, en fait, c'est le temps du créneau ici en haut. Ici, là, on voit qu'il est de 1,2 millisecondes. Et le temps bas, c'est le temps du créneau ici en bas. Ici, je veux dire, dans la mesure où c'est un signal, je veux dire, symétrique, les temps sont très proches. Si ici, j'enlève la symétrie, voilà, donc ici, il faut que je change un petit peu ma fréquence pour voir ça. Ici, voilà, on voit que, là, bien sûr, les temps changent. Là, on voit que le temps haut, ici, il augmente, alors que le temps bas, ici, diminue. Voilà, on le voit très bien ici. Et ici, ça change. Donc, on voit bien, hein, c'est ça le temps haut, le temps bas, hein, ça correspond ici au temps ici. Alors, le temps de montée, hein, le rise et le fall time, ça, c'est des données qui sont très importantes sur les créneaux. C'est le temps que met ici l'impulsion, en gros, à monter. Alors là, comme c'est très rapide, on ne le voit pas. Mais si ici, on zoome, et on zoome énormément ici, donc là il va peut-être falloir balayer un peu, voilà, là on le voit très vite, hein. Donc là j'utilise la fonction zoom, hein, l'équivalent un peu d'une double base de temps, c'est-à-dire que l'espace ici qu'on voit qui est très fin, il est grossi ici, et ici on a ici justement le fameux temps de montée. Alors ce temps de montée, comment il se calcule? Il se calcule, hein, c'est en gros entre 10% ici, 90% ici, c'est le temps qu'il faut. Voilà, c'est normalisé, donc c'est le temps de montée. On voit qu'ici, hein, il est très court, il est de 24 nanosecondes, et le temps de descente,
et ben c'est le même, hein. Bon, je vous le fais pas ici, mais enfin c'est le même grossi ici, et ici, bah, il est un petit peu, oui, quasiment identique, à 28 nanosecondes. Donc voilà, ici on peut voir ici ce rapport cyclique, ici, ouais. Donc voilà, on va dire ça pour les principales mesures, hein, qu'on va pouvoir faire. Alors, il y a d'autres éventuellement possibilités de mesures qui sont très très intéressantes, et on va en voir certaines. Pour bien le voir, on va le voir, tiens, on va revenir ici sur un signal, tiens, bah, un signal comme ça, tiens, pourquoi pas. Et là, c'est un signal ici qui se répète, mais les mesures, a priori, elles mesurent sur la totalité de l'échantillon du signal. Donc ici, on va dire, c'est toute la partie visible ici à l'écran. Alors des fois, ça peut être intéressant de ne en faire que sur une partie. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la partie entre ici et là. Et donc ce scope, il offre un truc qui est très intéressant, qui s'appelle la gate, où on va pouvoir ici, voilà, choisir entre où et où s'effectuent les mesures. Par exemple, je vais dire, moi, ma mesure, elle m'intéresse que entre là et là. C'est-à-dire que toutes les mesures vont être ici entre ces deux possibilités-là. Et là, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, si on regarde, par exemple, là, je remets, par exemple, valeur min et max, tiens, voilà, ici. Voilà, maximum et minimum. Et que j'enlève ça. Voilà, on voit ici que bah, ça n'a de sens que par rapport ici au min et au max. On voit ici le max, il est à 900 ED, hein, c'est-à-dire qu'il est bien ici, et le min, il est assez haut ici. C'est-à-dire que c'est comme si les mesures, maintenant, au lieu d'affecter tout l'écran, ne se faisaient que sur une partie limité. Alors sur un signal comme ça répétitif, à vrai dire, c'est pas super intéressant, mais ça peut être intéressant. Imaginons un signal, un signal vidéo par exemple, où il y a une en-tête avec des synchros, puis après de la vidéo. Et ben ça va permettre de prendre qu'une partie, ou pourquoi pas qu'une ligne de vidéo, ou tout ce qu'on veut. Donc ça, alors ça c'est quelque chose qu'on trouve pas sur tous les oscilloscopes, hein. Celui-ci, pour un entrée de gamme, propose ça, et ma foi c'est plutôt sympa. Par contre, ce qu'on va retrouver souvent, c'est le système tout mesure. Voilà. Donc ça, d'un coup, là, ça permet de dire, au lieu de choisir que 4 mesures, là, c'est la totale. Il m'affiche tout ce qu'il peut faire. Alors bon, bien sûr, ça prend de la place sur l'écran. Enfin, on voit que ça va en dessous. Bon, moi, à vrai dire, je l'utilise pas super souvent, mais ça a l'avantage, comme ça, d'un coup d'œil. D'ailleurs, on a tous les paramètres. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ensuite, une autre chose qui peut être intéressante ici, c'est la statistique. Si par exemple là, on revient, tiens, pareil, on va tout effacer, mais j'affiche, tiens, pourquoi pas la fréquence, tiens. Voilà, et puis la tension pic-pic par exemple. Voilà, donc je choisis ici dans mes paramètres ce que je veux afficher. Donc on voit ici cela. Je peux me mettre ici en mode statistique. En mode statistique, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que pour ces deux paramètres-là, je vais avoir la valeur courante, la moyenne, le min, le max, l'écart type. Et ici, le nombre d'échantillons qui ont été faits. Alors ça, bah, on retrouve ces valeurs qui sont des valeurs de statistiques, mais là c'est vachement intéressant. Par exemple, on voit que mon générateur, bah, il est plus tout jeune, de temps en temps, là, il a des écarts, et ben je peux voir très facilement que des fois, la fréquence, elle varie énormément. Enfin, voilà, elle varie là, entre 400, 401, 403, et ainsi de suite. Donc ça, si on peut même le laisser sur un enregistrement un temps très très long, ça va permettre de pouvoir avoir bah, justement une notion statistique de stabilité, de dire voilà, je laisse pendant 1 heure, et puis bah, de combien a varié. Alors, ça peut être fait sur tous les paramètres, hein. Ici, je le fais sur la fréquence et l'amplitude, mais ça peut être tout ce que je veux. Là, je vois, par exemple, pour en amplitude, il est assez stable, c'est de 1,22 à 23. Alors qu'en fréquence, c'est de 400 à 418. Donc on voit que manifestement, mon génie, là, il aurait besoin d'un un petit coup de jeune. Et sur certains oscilloscopes, alors là, celui-là n'offre pas ça, mais c'est le cas de mon rigole, par exemple, on peut même avoir une vue graphique de l'évolution ici de ces paramètres dans le temps. Ça, c'est assez sympa, mais c'est pareil, sur des entrées de gamme, c'est quand même assez rare, hein. Le rigole, là, mon rigole, là, il vaut presque 8 fois plus cher quand même, hein. C'est ce qu'il faut pas oublier. Maurice, qu'est-ce qui se passe? Maurice, ah oui, tu me montres le chronomètre. Bah oui, je parle trop, je voulais faire une vidéo pas longue et j'arrête pas. Et ben en effet, hein, on va s'arrêter là parce que c'est déjà une vidéo bien longue, hein. Moi, j'essaie de pas faire des vidéos quand même trop longues. D'abord, c'est
prend un temps fou à uploader. Et moi, le premier, je préfère quand même des vidéos pas trop longues. Hein. Je trouve que ça décourage quand on voit des vidéos des fois qui sont longues, si on peut bien sûr les regarder en plusieurs fois. Je suis désolé pour ce petit incident qu'il y a eu au milieu de vidéo là. Encore Maurice qui a touché ce qu'il fallait pas. Je suis pas gentil, hein. Je dis que c'est de sa faute, en fait c'est de la mienne. Enfin, c'est de la mienne, c'est de la faute de ce connard de Canon d'appareil photo. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, j'ai beau enlever ce réglage, j'y reviens tout le temps. Au bout de, je sais pas, de 10 minutes, je crois, de vidéo, il se coupe tout seul. Et je me suis pas aperçu que ça filmait plus tout de suite. Enfin bon, vous avez perdu finalement qu'un tout petit bout. Et c'est pas honnêtement, c'est pour vous montrer ce qu'on voit quand même un petit peu qu'en effet on peut mesurer le rapport cyclique. Cet oscilloscope, hein, comme on l'a vu, enfin je vous ai pas montré toutes les possibilités. Pour info, je mettrai un lien dans la vidéo sur son datasheet où vous aurez la liste, je crois, des 38 mesures qu'il est capable de faire. Enfin c'est vraiment très très riche. Bien qu'il y en a, honnêtement, des fois je me demande si c'est pas un peu la course à la concurrence. Il y en a certaines, je me pose la question de savoir si ça sert vraiment. Surtout qu'en plus, hein, il y a ce système de curseur hein, qui peut aussi aider. Mais enfin bon, à la limite, abondance de biens ne nuit pas. Que le grand Saint-Paul, le roi des oscilloscopes numériques, vous êtes dans vos mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.